Bonjour. Premièrement, merci groupe T2I pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir, un honneur d'être ici parmi vous. Surtout que à chaque fois que je reviens en Suisse romande, je le dis à chaque fois que je suis là, parce que comme vous le savez, certains d'entre vous, j'habite à Zurich. Donc quand j'arrive à venir en Suisse romande, c'est toujours un grand plaisir pour moi de pouvoir parler le français. En fait, mon français, vous remarquez que je n'ai pas un accent typiquement roman, mais plutôt québécois. C'est parce que je suis originaire de Montréal aussi. C'est pour ça que mon français va être un peu bizarre, peut-être, parfois. Mais c'est pas grave, hein. Ça fait un peu d'ambiance, non? Ça fait rire. C'est ce que tout le monde me dit. Ah, c'est sympa, les Québécois, quand ils parlent. Mais bon, aujourd'hui, on est là pour parler de Future of Computing, n'est-ce pas? Parler de l'IA. Il y a tellement de gens qui parlent de l'IA aujourd'hui que c'est difficile à comprendre exactement ce que ça veut dire. Donc, moi, ce que j'aime bien faire de temps en temps, c'est quand quelqu'un me parle de l'IA et on commence avec des discussions assez profondes et complexes, je pose toujours la question, je suis d'accord, mais j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce que c'est l'IA. Et là, ça commence à devenir intéressant. Parce que chacun et chacune a sa propre interprétation de ce que c'est l'IA et comment l'IA fonctionne. Il y a l'IA qui est comme ça, et puis il y a l'IA qui est un peu plus, disons, réduit pour accommoder des PME, des petites, moyennes entreprises, parce que quand on parle d'IA, tout le monde pense que c'est pour les grands. Mais vous allez voir que aussi, plus tard, quand Jérôme va présenter sa partie, l'IA, c'est applicable un peu aujourd'hui partout, pas uniquement pour les grandes entreprises comme les gens peuvent penser. Donc, ce que j'aimerais faire ce matin, c'est de parler de trois choses. Les bits. Donc, les bits, on les connaît. C'est les 0 et les 1. C'est comme ça qu'on a toujours programmé. On programme toujours. Et les neurones. Parce qu'aujourd'hui, la data, elle est bien. Pas toujours, disons, juste. Il n'y a pas de contexte. C'est difficile à comprendre et voir un petit peu les différences. C'est pour ça qu'avec des systèmes neuronaux, on arrive à comprendre un peu mieux les données. Et finalement, il y a ce grand buzz aujourd'hui aussi, beaucoup de gens parlent du quantique. Donc on va parler des qubits. Les qubits, c'est en fait ce qu'on appelle des bits dans les systèmes von Neumann, mais dans les systèmes quantiques, on appelle ça des qubits. Donc je vais essayer de parler de ces trois points qui en tout vont donner en fait un ensemble, une vue d'ensemble de l'IA. Commençons avec la partie bits. Donc le bit, c'est quoi? En fait, c'est de la mathématique et de l'information. C'est ce qu'on a aujourd'hui connu sous forme de PC serveur. C'est ce qu'on utilise tous les jours. La base est simple, 0 et 1. C'est comme ça qu'on a programmer des systèmes. Ça a évolué beaucoup. Aujourd'hui, on arrive à faire des calculations assez précises, assez complexes, et on peut aussi extraire beaucoup d'informations basées sur des données mathématiques. Et si on pense à des séquences ADN, ben là, on arrive à avoir extrêmement beaucoup d'informations. Et on arrive à comprendre aussi cette information, ce qui n'était pas le cas avant. Mais quand on parle de données, il y a des données qui sont structurées. C'est ce qu'on avait à l'époque avec ce qu'on appelle les punch cards à l'époque, n'est-ce pas? Donc c'était quoi? C'était environ 80 caractères. Il y avait 10 rangées, je crois. Et c'était facile parce que c'était un trou pour une lettre ou pour un numéro. C'était facile pour faire du CRM, disons. C'était au tout début. Donc le nom de la compagnie, le nom de contact, l'adresse. Et qu'est-ce qu'on faisait avec les punch cards? On les prenait, on les mettait dans des boîtes de carton, on les mettait dans un warehouse. En fait, c'est ce qu'on appelait du data warehousing à l'époque. Hein? N'est-ce pas? C'était tout début. Mais comme j'ai dit, aujourd'hui, on arrive à extraire beaucoup plus de données. Et on n'est plus non seulement avec des données qui sont structurées, mais avec des données qui sont beaucoup plus complexes et qui ne sont pas structurées et qu'on n'arrive même pas à savoir d'où elles viennent, en fait, la source de ces données. Donc, aujourd'hui, si on pense à la façon qu'on fait de la recherche, la façon qu'on développe des produits, on le fait d'une façon très opportuniste. En tant qu'humain, je suis limité à ce que je peux lire.
Je ne peux pas lire 5 ou 10 white papers par jour ou disons, des documents scientifiques en l'espace d'une heure ou en l'espace d'une journée. Ce n'est pas possible. Je suis aussi limité à ce que je peux comprendre. Je ne suis pas un spécialiste dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on est limité avec ce qu'on a comme littérature. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait ensuite des simulations. Et ces simulations-là, si je n'ai pas assez d'informations, assez de données, elles ne sont pas assez précises pour avoir des résultats rapides, ce qui me permet de faire beaucoup plus d'expériences. Il faut que je fasse des expériments qui sont longs et qui prennent beaucoup de temps. À la toute fin, en espérant qu'un produit va sortir de ce processus. C'est comme ça qu'on le fait. Mais j'ai la pharma aussi, pour développer, à partir d'une molécule, un nouveau médicament, ça prend entre 10 et 15 ans pour le développer. C'est un temps qui est long, mais qui est nécessaire parce qu'on est limité. Ce qu'on veut atteindre, en fait, c'est de pouvoir avoir une innovation basée sur la complexité des données, mais aujourd'hui, on est très linéaire, comme vous pouvez voir ici, et ce qu'on aimerait, c'est arriver ici, avoir une innovation pour avoir, en fait, de la valeur au niveau des données. Comment on le fait? Alors là, il faut qu'on découvre des informations qu'on n'arrivait pas à voir avant. Et de la façon qu'on peut le faire, c'est justement en inversant cette pyramide et en ayant la capacité de pouvoir lire beaucoup plus de littérature, avoir accès à beaucoup plus d'informations, expertise, ce qui me permet ensuite de créer ce qu'on appelle des knowledge graphs complexes qui me permettent de voir des collisions que je n'arrivais pas à voir avant, voir des informations qu'on n'arrivait pas à voir dans ce qu'on appelle des white spaces en anglais. À partir de là, je peux maintenant faire des simulations beaucoup plus précises parce que j'ai beaucoup plus de littérature. Ce qui, à la fin, me permet d'avoir moins d'expériments à faire pour arriver à un produit. Donc, je réduis, en fait, si vous voulez, le temps de l'évolution d'un nouveau produit. Maintenant, la grande question, c'est toujours, oui, ça c'est bien, mais comment je fais pour lire les documents? Parce que quand je parle avec des clients, ils me disent toujours, j'ai beaucoup de données. Et je dis, je vous crois, et on va les regarder, ces données. Et quand on commence à les regarder, on se rend compte que les données ne sont pas forcément bonnes, ou il n'y a pas eu d'annotation sur les données, il n'y a pas de contexte sur les données. Il y a plein de formats différents. Il y a des PDF, il y a des documents qui sont scannés, il y a des documents Word, documents PowerPoint. Enfin bref, il y a plein de trucs qui font en sorte que c'est compliqué d'extraire en fait l'information. Donc, comment on peut extraire maintenant des données sur des formats PDF ou autres et apprendre le système à être capable de lire ce format de document? Et pas juste du texte, mais être capable de lire aussi des formules mathématiques très complexes, comment on appelle ça, des graphs, des tableaux, et extraire en fait cette information. Alors, la façon qu'on le fait, c'est la façon suivante, c'est qu'on a ici un document, et ce document, maintenant, on va apprendre au système de comment le lire. On va dire, ça c'est le titre du document, vous voyez, ça c'est l'original ici, et c'est ce que maintenant le système voit. Donc on l'apprend. Voilà, ça c'est le titre, ça c'est l'affiliation, ça c'est l'auteur, ça c'est un texte, c'est un tableau, c'est une formule mathématique, c'est un titre, c'est une référence, etc. On apprend le système de cette façon-là, et on passe au prochain document, prochaine page. On fait cet exercice environ 80, dépendant de la complexité, jusqu'à 200 fois, et ensuite, on a le système qui est automatisé. Vous voyez ici des formules comme celle-ci. On arrive à mettre les valeurs et extraire ces valeurs aussi. Ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi maintenant extraire ce tableau en format CSV, par exemple, et avoir ces valeurs. Donc maintenant, j'arrive à extraire du texte, mais aussi des données qui sont normalement images, qu'on n'arrivait pas à faire avant. Ceci me permet maintenant vraiment de créer ma base de données, mon corpus, avec beaucoup plus d'informations qui est annotée. Et maintenant, je peux vraiment exploiter avec des knowledge graphs qui sont beaucoup plus précis pour aller extraire en fait plus d'informations et aussi poser des questions sur certaines valeurs. On a vu tout à l'heure sur la planche de T2I
que l'humain est au centre de tout, et je suis complètement d'accord que l'humain est primordial, en fait, sur le succès de l'IA. Parce que sans l'humain, en fait, il n'y a pas d'IA. Soyons très clairs. Et je suis ravi aussi de dire que cette année, on a gagné un prix, IBM Recherche a gagné un prix pour l'interaction entre machine et humain. Vous vous rendez compte, c'est la première fois que ça a été enfin compris que l'IA a de la valeur uniquement quand il y a l'interaction entre humain et machine. Exploitons maintenant un petit peu ce domaine. Je vous présente Rachel. Rachel, elle travaille présentement en Nouvelle-Zélande, dans une banque qui s'appelle NatWest. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne des recommandations, elle aide en fait les clients sur le type de carte de crédit qu'ils devraient prendre ou le type de compte de banque, etc. Donc elle est en fait capable de vous donner beaucoup de conseils. Mais Rachel, en fait, si vous voulez, n'est pas vraie. Ça, c'est un avatar, mais qui a l'air très vrai. Donc, vous voyez même la pigmentation de la peau. Elle a ici même une cicatrice. Hein. Il y a une réflexion de la lumière dans ses yeux. Elle arrive à comprendre ce que je dis. Elle arrive aussi à comprendre les émotions. C'est-à-dire que si je suis un client qui est vraiment fâché et j'ai en fait déposé 20 000 francs hier, et là j'ai moins 20 000 francs, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On est énervé, elle va comprendre que je suis énervé. Elle arrive à aussi sentir les émotions. Basées sur quoi? Ce que je dis, la tonalité de ma voix, et elle sera capable de s'adapter à la situation. Maintenant, cet avatar est fait par la société Soul Machine. Vous connaissez peut-être Avatar, le film Avatar, vous avez déjà entendu parler? Ben, c'est eux qui ont fait en fait toute l'animation. Et nous, ce qu'on fait, c'est l'intelligence derrière pour Rachel. Donc, on a invité Rachel, en fait, de Nouvelle-Zélande à New York, cette année, pour avoir une petite discussion avec elle. Donc, j'aimerais vous montrer un petit clip de comment ça a été et comment Rachel a réagi, en fait, pour sa première présence à New York. And what makes me different is that I can respond to your emotions. I guess you could say I'm putting a human face on artificial intelligence. Wow. So what brings you here? I am working with IBM Watson to deliver knowledge across a vast range of topics. My current interest is helping people find the best credit card for them. Really? I've actually been looking into credit cards recently. What a coincidence. Really? Yeah, but it's really overwhelming. You know, there's so many credit cards out there, so many offers, options. I don't really know what to do. Oh, Shantanu, I completely understand. It can be a lot to figure out. Would you like some help? Sure. I'm looking for a card with no annual fee, a low APR, and something where I can get the maximum amount of points. Okay, so you're looking for a points card. I can definitely help. Is this for personal or business use? Personal use. And will it be your first card? No, I actually have a few. Okay. Do you mind if I ask about your credit score? An estimate could help me narrow down the options for you. Well, I'm at this audience, but it's 750. Just keep it between you and me. Excellent. You will have some good options. Since you said you're looking for a low APR, does that mean you typically carry a balance or that you pay it off every month? I really try to pay it off every month. All right. I have the perfect card in mind for you. Vous voyez un peu l'idée? Comment elle réagissait à la façon, les questions, avec de la sympathie. Ah oui, je comprends, ça peut être complexe. Ah. Donc ça, c'est un petit peu la direction qu'on voit les futurs chatbots dans un temps donné. Une petite remarque, par contre, basée sur chatbot et l'IA en général. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui sont assez longtemps dans l'IT, vous vous souvenez de l'expression GIGO? Non? Garbage in, garbage out dans l'IT. Hein? Ça, c'est toujours vrai, même pour l'IA. Donc, garbage in, garbage out. Et dans l'IA, c'est encore plus dangereux parce que si c'est... il y a du racisme, il y a de la préférence, ça peut devenir très complexe, hein, et très dangereux.
Donc, si on voit certaines choses qui ont été publiées, par exemple à New York l'année dernière, il y avait un article qui disait que facial recognition is accurate if you're a white guy. Ça fait mal. Hein? Même au niveau des ressources humaines, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'applications IA qui sont automatisées, ils font le tri de CV, les CV. Vous imaginez si les algorithmes sont faits pour avoir une préférence pour X ou Y, les conséquences que ça peut avoir. Le point que j'essaie de dire ici, c'est que les systèmes IA devraient être le plus possible non biais et traités de façon éthique, correcte. Très important. Donc, on arrive à la limite de ce qu'on peut faire avec les bits. Vous connaissez Moore's Law? C'était quoi? On doublait la puissance en réduisant la grandeur, la grosseur des transistors. Aujourd'hui, on est à... Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a du 7 nanomètres transistor. On sait qu'on peut aller à 4, mais après ça, il y a une limite physique. On ne peut plus aller plus petit. Donc, il va falloir penser à des nouvelles architectures qui ne sont plus en, disons, 2 dimensions, mais en 3 dimensions. Donc, on commence à construire maintenant des architectures qui ne sont pas de façon grande, mais de façon 3D. Parce qu'on ne peut plus faire ça. On arrive à la grande limite de ce qu'on peut faire. Alors, qu'est-ce qui va venir après? Ça sera le fait de mettre maintenant de la biologie avec l'information. Et de la biologie avec l'information, ça veut dire basé sur ce qu'on appelle neural networks. Donc, Santiago Ramón y Cajal, que vous voyez ici, a passé sa vie à étudier le cerveau. Il a dissecté, il a vraiment essayé de comprendre tous les aspects possibles du cerveau. On connaît toujours très peu, mais il avait une qualité aussi, c'est qu'il était très bon dessinateur. Donc, il a fait des dessins exceptionnels que vous voyez ici, où on voit vraiment ici la connexion entre les neurones, les synapses et les axons. Donc, il y avait une certaine compréhension qu'il y avait une connectivité entre deux neurones. Et quand un neuron meurt, le neuron qui est à côté reprenait en fait le travail du neuron qui est mort et continue, sans avoir été appris ou entraîné. Quand on pense à juste la comment on dit ça, la vision recognition, reconnaissance faciale, merci. Reconnaissance faciale. Prenons un petit chat ici. Hein? Bon, pour pouvoir, un ordinateur est capable de voir que ça c'est un chat, j'ai besoin de plus qu'une image. J'ai besoin de plusieurs images de ce chat, debout, assis, couché, de côté, d'en haut, d'en bas, de tous les angles possibles, parce qu'un système peut interpréter en fait ce chat en plusieurs choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Ben, on commence maintenant à identifier les contours, les combinaisons, les détails en fait de cette photo pour enfin dire voilà, c'est un chat. C'est assez complexe pour un système de faire ça. Imaginez-vous maintenant l'humain quand on doit apprendre ou voir une photo ou un chat et dire voilà, c'est un chat. J'ai fait une expérience avec ma fille quand elle était petite. Elle avait 2 ans, 2 ans et demi. J'ai pris donc un petit jouet peluche. C'était un tigre et l'autre c'était une girafe. Donc j'ai dit voilà, regarde, ça c'est un tigre. Ça c'est une girafe. Ça c'est un tigre. Ça c'est une girafe. Ça j'ai mis de côté. J'ai pris 2 photos, je les ai mis sur la table. Une photo d'un tigre, une photo d'une girafe. Et je lui ai demandé, il est où le tigre? Elle a fait là. Combien de temps ça a pris? 2 minutes? 2 ans? On est très fort hein, en tant qu'humain. C'est normal, c'est ce qu'on fait. Par contre, là, pour un chat, j'ai besoin de milliers de photos et un système assez complexe pour comprendre. Maintenant, les architectures du futur vont nous permettre de mieux comprendre la vision et ce qu'on voit. Si on prend des systèmes neuromorphiques, c'est un système qui est basé sur des synapses, des neurones, des axons. C'est-à-dire que je peux maintenant configurer ceci, et quand je bouge mon doigt,
dans mon cerveau, ça fait ce qu'on appelle un fire synapse. Ça fait un spike dans mon cerveau. Ce que vous voyez ici, c'est des spikes, okay, qui sont représentés par des points, des pixels, si vous voulez. J'ai ensuite ici ma interconnectivité de neurones, de synapses, et d'autres neurones. Et ensuite, j'ai des neurones qui sont balancés, qui vont être capables de comprendre ce qui se passe ici, voir des anomalies, voir ce qu'on appelle des patterns derrière, et être capable d'extraire et de voir et de comprendre, en fait, c'est quoi qu'il y a derrière qui est caché comme information. Donc, si les spikes commencent à bouger, gentiment, le système va commencer à calculer, à lire, en fait, chacune de ces spikes, et maintenant, derrière, va commencer à lire et comprendre ce qu'il y a caché. Maintenant, l'avantage ici, c'est quoi? C'est que c'est un processeur qui consomme aussi très peu d'énergie. C'est autour de 24 watts, à peu près. C'est-à-dire que c'est très petit. Je peux les mettre dans un format très réduit. Donc, dans une boîte comme ceci, je pourrais mettre 64 serveurs. 64 serveurs, hein, comme ça. Je peux tout le refroidir à l'eau chaude, ce qui me permet d'avoir un data center dans une boîte. L'avantage ici de ce système, c'est qu'il est capable de reconnaître des images. Par exemple, si je prends cette bouteille, ce que je veux que le système fasse, c'est qu'il reconnaisse que c'est une bouteille. Je n'ai pas besoin de savoir les détails qu'il y a ici, il y a un logo, puis ici c'est marqué, NIE, etc., etc. Moi, ce que je veux, c'est que le système, comme ça, quand je vous montre ça, sans que je vous pose la question, vous savez que c'est une bouteille d'eau en verre. Je veux que le système fasse la même chose. Ici, on arrive à le faire avec ce type d'architecture. Et puis, quand vous pensez à des voitures qui sont autonomes, aujourd'hui, les voitures, elles n'arrivent pas à être capables de détecter exactement ce type de forme. Encore plus, on n'est même pas capable d'interagir entre elles, les voitures. Donc, pour moi, je trouve que quand on aura des systèmes qui sont assez évolués comme ceux-là, on pourra réfléchir à mettre ça dans des voitures, disons, autonomes ou autres, pour faire cela. Mais on peut aller encore plus loin. On peut maintenant avoir ce qu'on appelle du in-memory computing. Vous savez, dans l'architecture von Neumann, on a ce qu'on appelle le bottleneck. Le bottleneck, c'est le cache, la mémoire, entre le processeur, n'est-ce pas? Il y a toujours ce bottleneck, en fait, qui ralentit le système, la puissance. Si on arrivait aujourd'hui à enlever, en fait, ce bottleneck et l'intégrer dans le processeur, on aurait ce qu'on appelle du in-memory computing, basé sur du PSM, du Phase Change Memory. Cela nous permet d'avoir un système qui est capable d'apprendre et de ne pas oublier. Aujourd'hui, quand vous avez un système, un ordinateur, un laptop, ou même un smartphone, quand vous l'éteignez, ben, ça recommence à zéro. On fait un reboot. Ici, on pourrait l'éteindre, le réallumer, et ça serait exactement là où on l'a laissé. Très fort aussi dans la capacité de lire, reconnaître certaines images, même des chiffres. Donc ici, par exemple, c'est une démonstration. Donc on a ici des Phase Change Memory, on en a 784 par 250 dans le premier array, et dans le deuxième, plus petit, 250 par 10. On a appris le système à lire les chiffres de 0 à 9. Et maintenant, si j'écris le chiffre, chaque pixel va être donné un code. Et même de la façon que je vais appuyer, il y aura un code différent sur chacune des pixels pour avoir 2, 3 codes, même 4. Il va reconnaître en fait ce que j'écris. Donc si j'écris le chiffre 8, et chacun écrit des chiffres différemment, ben, le système devrait être capable de comprendre que ça c'est un 8 et de le reconnaître assez rapidement. Ça c'est encore une étape plus loin de ce qu'on a vu avec le neuromorphic, avec des systèmes de in-memory computing. Mais quand on pense à comment l'humain est fort avec la reconnaissance visuelle, on voit ici qu'en 2010, au niveau de la classification d'images, les systèmes étaient vraiment pas bons. Hein. Vous voyez, l'humain, il est ici, la ligne ici. Ça, c'est au niveau des erreurs. On était très, très, très élevé en 2010. Par contre, en 2012, il y a ce qu'on appelle les GPU qui ont fait leur apparition et de plus en plus utilisés. Et tout d'un coup, on a vu gentiment que les systèmes, ils devenaient de mieux en mieux. Et en 2015, le système est devenu meilleur que l'humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les systèmes sont capables de faire
la reconnaissance visuelle mieux que les humains. C'est clair, quand je parle avec un radiologiste, ils sont un petit peu énervés parce qu'ils se disent « Attends, mais ça veut dire que moi, j'ai plus de boulot ?» Le système est capable de mieux voir des anomalies dans un MRI ou autre. Non, je dis « Attention, ce n'est pas que vous n'avez plus de boulot. » Je pense que ça sera le radiologiste qui ne travaillera pas avec l'IA aura plus de boulot. C'est un peu la différence. Donc, exploitons un petit peu les images. Donc, on a parlé de reconnaissance visuelle, on a parlé de contexte au niveau des données. Maintenant, est-ce que je peux mettre du contexte sur des images? Pensez encore à la voiture autonome, n'est-ce pas? Maintenant, ici, on a fait une expérience avec MIT de dire, voilà, c'est des images comme ça, au hasard. Est-ce que le système est capable de comprendre ce qui se passe? Vous allez voir qu'ici, tout en haut, le système va dire ce qui se passe. Alors, swinging, hanging, c'est juste. Voilà un chien qui court dans la neige, donc snowing, chasing, c'est aussi juste. La musique, c'est une femme, elle chante. Lui, il est en skateboard, mais il joue de la guitare. Ouais. Ça, c'est un chien avec un arrosoir. Ça, c'est un peu plus difficile parce que là, il mange, mais il peut être aussi en train de cuisiner. La nage. Wakeboard. Boating, fishing. Vous voyez, pour nous, c'est facile, mais pour un système, c'est beaucoup plus difficile. Et puis là, on arrive finalement à être capable de mettre du contexte sur des images vidéo, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Maintenant, si j'arrive à mettre du contexte, est-ce que je suis capable de décrire ce qui se passe en temps réel? Donc, comme le sport national en Europe, c'est le foot, on a fait l'expérience avec du foot. Donc, on a ici un match, on a la théorie du foot. Donc, on a appris au système les règles du foot. On a aussi donné plein de statistiques. Par exemple, qui a marqué le but le plus rapide dans l'histoire du foot, ou bien qui a marqué le plus de buts. Enfin bref, toutes sortes de statistiques. Du contexte externe, de ce que les gens parlent, du foot, etc. Donc, maintenant, on peut commencer à faire du play-by-play, basé sur des questions. Qui a le ballon, qui a marqué, quand est-ce qu'il a marqué la dernière fois, etc., etc. Donc là, j'ai un système qui va être capable de décrire un match de foot. Et ça donne ça. Lukaku sends the ball to McGeady. McGeady sends a cross, and it's stopped by the goalkeeper. Randall sends the ball to Hernandez. And here comes the cross. Conyers is making an attempt. This ball is going nowhere. Tackle by Diston. And here comes the cross. And here comes the cross. Lukaku gets it in. Bon, là, il manque un petit peu le côté sud-américain hein, pour le but. Le goal! Mais ça va venir. Ça va venir. Vous avez vu, c'était tout en real time. Moi, je voulais le faire sur le hockey sur glace parce que je suis de Montréal. Mais bon, on a fait le foot. Peut-être la prochaine fois, on fera dessus. Ice hockey. L'évolution de l'IA est au début. Et la roadmap, si je peux me permettre de dire ça, c'est qu'on va passer de ce qu'on appelle du narrow AI, où on a du single task. Ce sont en fait des applications très simples qu'on a déjà. Dans toute l'extrémité, où ce qu'on appelle du general AI, où on aura en fait des systèmes, pas juste von Neumann, mais des systèmes neuromorphiques, des systèmes quantiques. Et chacune de ces plateformes auront un rôle à jouer, auront des tâches très spécifiques. Là, on est aujourd'hui ce qu'on appelle le broad AI. C'est du multitasking, c'est du apprentissage de données, text-to-speech, speech-to-text, etc. Et on se concentre en fait dans ce domaine-là. Si on passe maintenant à des grand challenges qu'on a toujours fait en recherche, on avait fait déjà dans les fins des années 50 du backgammon, on a fait encore du backgammon dans les années 90.
Et après ça, on a fait du chess, des échecs avec Kasparov, avec Deep Blue, et Watson en 2011 avec Jeopardy. Le dernier challenge qu'on a fait, c'était maintenant basé sur Debater, projet Debater. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir maintenant un système qui non seulement peut comprendre le langage naturel, qui est capable de répondre à des questions, qui est capable de créer des hypothèses, qui est capable de donner des recommandations, mais maintenant un système qui est capable aussi d'avoir un débat avec nous, d'argumenter, d'avoir un pro, un contre, sur une discussion. Est-ce qu'on devrait produire maintenant des voitures couleur verte ou blanche? Si je suis une société d'automobile, imaginez le scénario. Il y a des designers qui disent « Non, la mode aujourd'hui, c'est vert, parce que tout le monde est vert. Il faut aller avec du vert. » Puis l'autre, il dit « Non, voiture blanche, parce que ça va encore mieux, ça se vend bien. » Et puis, tu as le projet Debater qui va venir, qui va dire « Bon, c'est clair que c'est vrai, basé sur aujourd'hui, le climat, tout le monde parle du climate warming, etc. Peut-être que si on avait une voiture verte, ça donnera plus l'envie que peut-être la voiture est plus économe, etc., écologique. » Mais de l'autre côté, c'est vrai que la voiture blanche, maintenant, c'est la mode. Puis tous les designers de la mode font du blanc aujourd'hui. Vous voyez un petit peu le débat qu'on pourrait avoir? Donc, on a invité Harish, que vous voyez ici. Il porte aussi une veste, Jérôme. C'est par hasard, on n'a pas discuté de ça. C'est vraiment. Et puis, Harish, je ne savais même pas que ça existait. Il est un debater professionnel. Il fait des débats, c'est ce qu'il fait. Pour sa vie, il fait des débats. Je ne savais même pas que ça existait. Donc, on a invité Harish parce qu'il est champion européen. Et puis, on a posé la question maintenant, pour le débat, est-ce qu'on devrait subventionner les écoles preschool, donc maternelles, oui ou non? Ça, c'est aux États-Unis, c'est une grande question. Donc, c'était la question posée. Chacun avait environ 15 minutes pour se préparer. Donc, le système Debater n'a pas appris, il n'a pas été entraîné. Il est connecté, évidemment, à des bases de données, il est connecté à l'Internet. Donc, il peut se préparer lui-même, ou elle-même, parce que c'est une elle, excusez-moi. Et puis, maintenant, partir sur le débat. Et ça donne ceci. Research clearly shows that a good preschool can help kids overcome the disadvantages often associated with poverty. The OECD has recommended that government subsidize pre-primary education to boost performance in poorer areas. Well, thank you very much, everybody. It's a pleasure to be here for this historic event. And it certainly was a pleasure to listen to Project Debater in a competitive environment at the age of 3 or 4, when you're learning that that other child is potentially better than you, when you realize you aren't necessarily as talented as someone else. That huge psychological damage for many children may mean that preschool is actively harmful. My opponent claimed that preschools are harmful. I believe my argument suggested that the benefits outweigh the potential disadvantages. I touched upon 3 issues: children, students, and crime. Specifically, I noted that preschool education improves children's development. In addition, I suggested that attending preschool helps students succeed. And a final point to consider is that preschool can prevent future crime. We should subsidize preschools. Thanks for your attention. Qui a gagné? Pour Harish, levez la main. OK. Project Debater? OK. Donc, c'est le public qui vote. Hein? Donc, c'est basé sur les votes, c'est qui était pour et qui était contre avant le débat et après le débat. Donc, voici les résultats. Ceux qui étaient pour avant le débat, il y en avait 79% qui étaient pour. Après le débat, 62%. Une différence de 17%. Ceux qui étaient contre avant, il y en avait 13. Ceux qui étaient pour, 30%. Après, ce qui fait 17%. Maintenant, indécis, 8%. Le projet de Debater était pour et Harish était contre. Donc, c'est Harish qui a gagné. Ce n'est pas le projet Debater. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est le nombre d'argumentations que le projet Debater a apporté était de 55% de nouveaux arguments qui n'étaient pas adressés avant. Et Harish en a amené 22%. Donc, c'est clair que par
Si on compare maintenant vraiment la substance en fait, de l'argumentation, c'est clair que le projet Debater en avait plus. Mais en tant qu'humain, on est toujours quand même un peu plus sensible, sympathique pour un autre humain que pour une machine. C'est ça qui était intéressant de voir ici. Le contact humain qui est toujours au centre de tout. Mais, mine de rien, ça a été une expérience assez phénoménale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on combine maintenant les mathématiques, information, biologie et information ensemble? Ben, ça nous donne un résultat assez spectaculaire qui est le projet Summit, qui est le système le plus puissant au monde aujourd'hui. Donc, quand on parle de vraiment puissance, ben là, ici, on a 200 000 trillions de calculations par seconde. C'est un peu plus qu'un mainframe. Hein? Il y a ici 1216 processeurs Power 9. Et il y a 27 648 GPU. Maintenant, ici, on a une puissance énorme de calcul. On a aussi des knowledge graphs extrêmement puissants qui nous donnent en fait ici l'IA et la puissance mathématique. Ça, c'est une installation qui est au Energy Center of the United States, aux États-Unis. Et ce système, il est vachement impressionnant. On arrive à notre dernier point. On a parlé des bits, on a parlé des neurones. Maintenant, parlons de, si on met de la physique avec l'information, on a du quantique. C'est grâce à Ralph Landauer et à Charles Bennett, en fait, qu'on s'est posé la question, est-ce que le quantique est possible ou pas? Et ça a été, après une question qu'il nous a posée, Charles Bennett a posé à IBM, il a dit, is there a fundamental limit to the energy efficiency of computation? Ça, c'est 1970. En 1970, c'était difficile de dire parce qu'on avait Moore's Law qui était génial. Oui, on va arriver. Mais est-ce qu'il y a un risque ou pas? Donc, basé sur les notes privées de Charles Bennett que vous voyez ici, et ce qui est drôle, c'est que c'est daté du 24 février 1970, et il y a un dash 1 à côté. Dash 1. Moi, ça m'amène un peu plus dans le côté quantique. Il a dit, c'est la première fois qu'on a posé cette question, Quantum Information Theory. Et en fait, il s'était basé sur une rencontre avec Steve Wiesen. Ils ont discuté sur la théorie d'Einstein et de Rosen-Podolsky, basée sur le fait d'être capable de transporter sur un bit 2 données d'information, sachant qu'on va devoir sacrifier une des informations au moment qu'on va le lire. Donc, c'est la théorie de pouvoir transporter des données sur un bit qui peuvent être 1 ou 2, ou 0 ou 1. Essayons d'expliquer ça de façon plus compréhensible. En 1970, IBM a pris ce challenge de répondre à cette question. Donc, souvent, les gens se posent la question, « Ah, vous avez commencé à faire du quantique en 2016 ?» Non, en 1970, on a commencé à faire de la recherche sur le quantique. En 2016, on a décidé de l'ouvrir au public, faire du open source avec du quantique. C'est ce qu'on appelle le Q-Experience, ou le Q-Skit, qui est disponible aujourd'hui sur le cloud IBM. Vous pouvez accéder à un système quantique. Donc, si on reprend ici la base du 0 et du 1, qui sont les bits classiques, on peut les comparer à dire, voilà, j'allume ou j'éteins une lumière. Ça peut être 1 ou 0. Ça ne peut pas être les deux. Dans le quantique, on a ce qu'on appelle les qubits. Les qubits, par contre, je peux être un 1 ou un 0 ou un 1 plus un 0, c'est-à-dire les deux. Donc, si je prends une pièce de monnaie et je fais pile ou face, si je le fais tourner maintenant, imaginez ça tourne, et je vous dis, monsieur, pile ou face. Est-ce que vous savez ce que c'est pile ou face quand la pièce tourne? Quand est-ce que vous le savez? Quand ça arrête, n'est-ce pas? Là, je regarde, c'est pile. Meilleure chance prochaine fois. Pile ou face. Donc, ça tourne, je ne sais pas si c'est pile ou face. Même chose, je ne sais pas si c'est un 0 ou un 1. Donc, imaginons un sphère. Un sphère avec un pôle nord, un pôle sud, représenté par un 1 ou un 0. Et après ça, j'ai des latitudes, longitudes, à travers mon sphère, qui peuvent représenter une valeur à n'importe quel moment.
C'est ce qu'on appelle superposition. C'est-à-dire que je peux être un 0 ou un 1, ou un 1 et un 0. Et si j'ai 4 qubits, ben, je peux être un 0, 0, 0, 1, ou je peux être un 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, dans les états à chaque fois. Si je suis dans une position qu'on appelle entanglement, ben, je peux être, à chaque fois, je vais être un 0 et un 0, ou un 1 et un 1. C'est ce qu'on appelle, en fait, la théorie de la téléportation. Donc, avoir les mêmes données, même s'ils sont à distance de 100 millions de kilomètres entre eux, la théorie que là, l'atome sera le même qu'ici. Ça, c'est entanglement. C'est pour ça que les sociétés de télécommunications sont très intéressées au quantique, à cause de cette téléportation de données. Maintenant, regardons ceci un peu plus en détail. Donc, si je fais tourner mon sphère maintenant, vous voyez que dans chacune de ces valeurs, dans chacune de ces axes, je peux être un 1 ou un 0. C'est basé ici sur 5 qubits. Maintenant, si je suis en entanglement, que vous voyez là, je serai toujours la même valeur, que ce soit un 1 ou un 0. Ce qu'on essaie de faire ici, c'est de recréer un atome artificiel, de le faire passer de façon digitale à mode analogue à travers des connexions micro-ondes qui vont me permettre de lire au moment où l'atome est créé, si c'est un 0 ou un 1. Et je fais ceci en créant en fait des gates et des vector gates et des valeurs, et je fais une mesure. Donc, quand je envoie ici ma formule, que vous allez voir ici, que j'ai mis, l'atome artificiel, il est maintenant digital créé, il va passer à travers des valeurs micro-ondes, il va se maintenant transporter au serveur quantique, et tout en bas ici, vous voyez ici, il y a 5 qubits, il va être là, boum, et je vais maintenant être capable de lire en fait la valeur. Cette valeur va être lue, retournée de façon micro-ondes, transformée en digital, et je vais voir en fait mon résultat ici, que c'était un 1 et un 1. J'ai, avec ça, aussi des résultats d'erreur, parce que, vous savez, dans le système d'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle error correction. Là, ici, on n'a pas encore cette error correction. Il faut maintenant le créer et l'apprendre pour être capable de réduire ces erreurs, parce que même un photon peut, en fait, nuire complètement à l'expérience. C'est pour ça qu'on doit refroidir ce qu'on appelle le chandelier en français, c'est magnifique, le chandelier. Il faut le refroidir de moins 160 degrés Celsius, à passer à 190, à 200 et à 273 degrés moins Celsius, qui est 0,2 millikelvin. Donc, c'est plus froid que l'espace, en fait. Hein? Les erreurs que je vous disais, le plus qu'on a de qubits, le plus d'erreurs qu'on va avoir. Vous avez ici high error rate, low error rate. Donc, la performance qui est beaucoup plus forte. C'est pour ça que nous, on se concentre ici entre 50 qubits. On a fait une annonce de 53 qubits il y a quelques semaines. Quand on parle de 100 qubits, moi, je me dis, qu'est-ce qui est le plus intéressant ou plus important? Avoir des qubits qui sont justes ou des qubits qui font que du bruit? Parce qu'on a trop d'erreurs, on n'a pas de résultat juste. Donc, en restant avec des valeurs plus petites, on a moins d'erreurs, résultat, les meilleures informations. Maintenant, regardons un petit peu ce que ça veut dire. On parle toujours, oui, mais les systèmes quantiques, ils sont prêts quand? Ils sont capables de faire quoi? Alors, si on parle de la chimie, avoir un système quantique qui fait ce qu'aujourd'hui on est capable de faire avec du HPC, High Performance Computing, on parle de 10 à la puissance de 2 qubits. On pense dans les 5 prochaines années, peut-être. Quand on parle d'optimisation, on dit toujours que le quantique sera très fort pour l'optimisation. Imaginez faire des calculs. Si un avion arrive en retard à l'aéroport de Genève, avec 2 minutes de retard, à la fin de la journée, on a 2 heures de retard. Donc, être capable de dire, OK, qu'est-ce qu'on doit faire pour optimiser le tout? On parle ici de 10 à la puissance de 2. Shor's algorithm, puis 10 à la puissance de 8, dans 10 ou 15 ans, si possible. Si possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tous ces qubits? On va les comparer à des systèmes traditionnels. Donc, 2 qubits, c'est environ 512 bits dans les systèmes d'aujourd'hui. 3, 1024. Passons à 16 maintenant qubits, 1 mégabyte. 20, 17 mégabytes. Ça commence à devenir intéressant ici. À 35 qubits, on passe à 550 gigabits. Maintenant, de 35 à 100 qubits, on passe à plus d'atomes qu'il y a sur la planète. 280, plus d'atomes qu'il y a dans tout l'univers.
Le quantique, c'est fait pour des problèmes difficiles, complexes. Ça ne sera pas fait pour du Excel ou du Word, qu'on soit très clair. Hein? C'est pas que tout le monde, ah, attends, je sors mon système quantique. Non, non. Ça va vraiment pour des trucs spécifiques, materials, chimie et autres. Maintenant, ça, c'est mes collègues du marketing. Le marketing est toujours très joli, tout fantastique. C'est ce qu'on appelle IBM Q System 1. En fait, le premier système il va être installé en Allemagne, un centre de recherche en Allemagne. Mais la réalité, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec le marketing. Mais ça, vous voyez maintenant l'intérieur d'un système quantique. Les connexions au micro que je vous disais tout à l'heure. Et tout en bas, c'est là qu'on va retrouver en fait des qubits. C'est pour ça qu'on appelle ça un chandelier. Quand il est fermé, on ne voit rien, mais quand il est ouvert, c'est très joli. C'est avec des matériaux très précieux, donc il y a de l'or, parce que c'est stable au niveau de la différence de température. Vous imaginez, quand on passe de moins de 173 degrés Celsius à température ambiante, ça prend environ 4 à 5 jours pour se réchauffer, se refroidir aussi. Donc, on a besoin de matériaux qui sont stables de ce côté-là. On peut configurer, donc, comme je vous disais, les qubits de cette façon-là, avec QExperience. Je vous invite à le tester si vous êtes curieux et vous aimez de la physique. Je vous invite à l'essayer. On a commencé en 2016, comme je vous disais. On pensait qu'on allait avoir une centaine d'utilisateurs, mais ça a été incroyable, la réaction. Aujourd'hui, on a plus de 6,6 millions d'expériences qui ont été faites, 100 000 utilisateurs dans 7 continents. 130 papers, ça, c'est des numéros qui ne sont pas encore à jour, parce que ça a explosé au niveau de l'utilisation. Vous voyez ici un petit peu l'évolution des utilisateurs, des expériences qui ont été faites à travers le monde avec les systèmes quantiques qui sont sur le cloud. On a donc open source, comme je vous disais, on fait partie du Qiskit. On a 4 thèmes, donc c'est pour ici, pour corriger les erreurs, c'est ce qu'on appelle le Ignis, Aqua pour les algorithmes, AR pour l'accélération du développement et Terra pour le code. Voici quelques de nos partenaires académiques et au niveau des hubs, start-up aussi d'ailleurs. Et quand on passe à sécurité, c'est toujours la question que je me fais toujours poser, c'est oui, mais les systèmes quantiques, ils vont briser tous les codes de sécurité qu'on a aujourd'hui. Un jour, oui. Donc, il faut se préparer aujourd'hui pour être prêt. Donc, il faut aujourd'hui avoir des systèmes qui sont post-quantum ready, qu'on appelle. Et quand on passe à tous les dilemmes qu'on a eus avec les mainframes à l'époque, c'était un accès physique. Donc, on a réglé ça avec sécuriser l'accès dans le data center. On avait les PC, il y avait des virus. Bon, on a créé des antivirus. À l'époque du web, il y avait du cross-site scripting. On a fait du web security. Avec les mobilités, etc., on a mis des APTS avec des analytics. Aujourd'hui, AI Quantum, on a ce qu'on appelle du Quantum Safe Cryptography qui nous permet de préparer nos systèmes, nous donner aujourd'hui pour le quantique de demain. Donc, vous pouvez même acheter aujourd'hui des bandes magnétiques. Vous savez que la bande magnétique, aujourd'hui, c'est la meilleure technologie pour stocker des données, archiver des données à longue date, sachant qu'on a un roadmap qui est de plus de 15 ans au niveau de la recherche, au niveau tape magnétique. On peut déjà aujourd'hui mettre 330 terabytes de données non comprimées dans un LTO. On a fait l'expérience déjà. Donc, on a aujourd'hui déjà des tapes qui sont configurées à être crypto-safe pour le futur quand vous devez archiver des données 15, 20, 30 ans, etc. Donc, on a vu Moore's Law. Maintenant, je vous invite et je vous présente la nouvelle law qui s'appelle Gambetta's Law, qui est basée sur Joe Gambetta, qui est notre gourou au niveau quantique. Peut-être, ce sera la prochaine law qu'on va suivre dans le futur. Et j'aimerais finir avec ce point. On parle toujours de technologie du futur. Comme je disais, l'humain au centre. Moi, je dirais encore plus, l'humain aujourd'hui, l'humain de demain et l'humain de hier. Il faut réfléchir comment ils vont utiliser en fait ces technologies dans le futur. Vous voyez sur cette image, on a les baby boomers, on a les Gen X, on a les millennials, on a les Gen Z et on a la génération Alpha, qui sont les tout petits. Et moi, je me pose la question, comment vont réagir les Gen Z, sachant qu'ils seront plus de 2,5 milliards sur la planète d'ici 2020, avec un business potentiel de 2 trillions de dollars.
Et je dis toujours aux millennials, ils n'aiment pas trop quand je dis ça, mais les millennials, ils commencent à être vieux. Ils ne sont plus des cute kids on the block, c'est fini. C'est Gen Z maintenant. Et encore plus important, c'est la façon qu'ils réagissent. Et quand on voit, parce qu'on arrive à Black Friday, je me suis dit, tiens, je vais vous montrer ça. Ça, c'est la version Black Friday en Chine. Ça s'appelle Singles Day. Vous connaissez ça? Non? Alors, qu'est-ce que c'est Singles Day? C'est comme Black Friday. Donc, on fait des achats, mais on le fait de façon interactive. On se rencontre des milliers, quand je dis des milliers, c'est entre 20 et 30 000 personnes dans un stade, et on fait des échanges, on rencontre, donc on est singles, donc on rencontre des gens, on essaie de... Et à chaque fois qu'on rencontre des gens, ben, on achète, on a des coupons, on a des rabais, etc. Donc on fait du shopping online. En 1 heure, ils ont fait 10 milliards de revenus. En 1 heure. En 1 jour, 30 milliards. Quand on pense qu'un tiers du commerce e-commerce en France est 30,8 milliards par année, eux, ils le font en 1 jour. C'est fort, hein, quand même. Et qui est derrière tout ça? En Chine? Voilà, Alibaba. Hein? Il est très heureux, ce Alibaba. Donc, génération alpha, eux, qui sont capables de prendre une tablette ou un smartphone tout de suite, ça, ils savent tout de suite comment ça fonctionne. Il n'y a personne qui a expliqué quoi que ce soit. Même vous, même moi, qui suis Gen X, je n'ai jamais lu le manuel d'instruction pour faire fonctionner un smartphone. L'avez-vous lu, vous? Vous saviez qu'il y en a un, hein? Mode d'emploi. Il est dans le téléphone, par contre. Hein? Moi, je ne l'ai jamais lu, donc voilà. Mais eux, c'est encore pire. Ils sont capables de tout faire. Donc, ma question est la suivante. Comment on va communiquer avec une génération qui n'a ni la capacité, ni le désir de se rappeler de choses ou de faire des choses? C'est un peu provocatif, hein? Mais c'est la réalité. Donc, est-ce qu'on va toujours faire du business, on va toujours communiquer avec un smartphone et des applications? Qu'est-ce qui va venir après l'app? Qu'est-ce qui vient après l'application, la app? Est-ce que quelqu'un le sait? Si vous le savez, je serai dehors à la pause café, venez me le dire. Parce que moi, je ne sais pas. Voilà un petit peu la réflexion que je voulais vous présenter ce matin au niveau de la future du computing, mais en même temps aussi, qu'est-ce que ça va représenter de façon sociale et de génération, parce que ce sont vos clients futurs, vos clients d'aujourd'hui et vos clients de demain, à qui on va devoir vendre des services. Ils auront des attentes complètement différentes et ils ont accès à des nouvelles technologies qui vont être beaucoup plus puissantes que ce qu'on a aujourd'hui. Avec ceci, je vous dis merci de votre attention et si on a peut-être 1 minute pour question ou deux, je serai content d'y répondre. Merci beaucoup.